Pendant que ces événements tragiques se passaient à Gromilin, le général et ses compagnons de route continuaient gaiement et paisiblement leur voyage. Le prince Roman raconta à Natacha les principaux événements de son arrestation, de sa réclusion, de son injuste condamnation, de son horrible voyage de forçat, de son séjour aux mines, et enfin de son évasion. « J'avais donné un grand dîner dans mon château de Tchernoï-Grob, dit le prince, à l'occasion d'une fête ou plutôt d'un souvenir national. « Lequel ?» demanda Natacha. « La défaite des Russes à Ostrolenka. » Dans l'intimité du repas, j'appris que plusieurs de mes amis organisaient un mouvement patriotique pour délivrer la Pologne du joug moscovite. Je blâmais leur projet, que je trouvais mal conçu, trop précipité, et qui ne pouvait avoir que de fâcheux résultats. Je refusais de prendre part à leur complot. Mes amis m'avaient quitté mécontent. Fatigué de cette journée, je m'étais couché de bonne heure et je dormais profondément, lorsqu'une violente secousse m'éveilla. Je n'eus le temps ni de parler, ni d'appeler, ni de faire un mouvement. En un clin d'œil je fus bâillonné et solidement garrotté. Une foule de gens de police et de soldats remplissait ma chambre, une fenêtre ouverte indiquait par où ils étaient entrés. On se mit à visiter tous mes meubles, on arracha même les étoffes du canapé et des fauteuils pour fouiller dans le crin qui les garnissait, on me jeta à bas de mon lit pour en déchirer les matelas, on ne trouva rien que quelques pièces de poésie que j'avais faites en l'honneur de ma patrie morcelée, opprimée, écrasée. Ces feuilles suffirent pour constater ma culpabilité. Je fus enveloppé dans un manteau de fourrure, le même qui m'a causé une si vive émotion à Jytomyr. Ah! Je comprends, dit Natacha, mais comment s'est-il trouvé à Jytomyr? Quand le temps était devenu chaud, pendant mon long voyage de forçat, ce manteau gênait mes mouvements, déjà embarrassés par des fers pesants et trop étroits qu'on m'avait mis aux pieds, et je le vendis à un juif de Jytomyr. On me passa par la fenêtre, on me coucha dans une téléga, charrette à 4 roues, et l'on partit d'abord au pas, puis, quand on fut loin du village, au grand galop des 3 chevaux attelés à ma téléga. Alors on me délivra de mon bâillon, je pus demander pour quel motif j'étais traité ainsi et par quel ordre. Par l'ordre de son Excellence le prince général en chef, me répondit un des officiers. Mais de quoi m'accuse-t-on? Qui est mon accusateur? Vous le saurez quand vous serez en présence de son Excellence. Nous autres, nous ne savons rien et nous ne pouvons rien vous dire. C'est incroyable qu'on ose traiter ainsi un militaire, un homme inoffensif. Taisez-vous, si vous ne voulez être bâillonné jusqu'à la prison. Je ne dis plus rien, nous arrivâmes à Varsovie à l'entrée de la nuit, le gouverneur était seul, il m'attendait. Mon interrogatoire fut absurde, j'en subis plusieurs autres, et j'eus le tort de répondre ironiquement à certaines questions que m'adressaient mes juges et le gouverneur sur la conspiration qu'on avait découverte et qui n'existait que dans leur tête. Ils se fâchèrent, le gouverneur me dit des grossièretés, auxquelles je répondis vivement, comme je le devais. Votre insolence, me dit-il, démontre, monsieur, votre esprit révolutionnaire et la vérité de l'accusation portée contre vous. Sortez, monsieur, demain vous ne serez plus le prince Roman Pajarski, mais le forçat numéro, que vous le connaîtrez plus tard. L'Excellence sonna, me fit emmener. Au cachot numéro 17, dit-il. On me traîna brutalement dans ce cachot, dont le souvenir me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est un caveau de 6 pieds de long, 6 pieds de large, 6 pieds de haut, sans jour, sans air, un grabat de paille pourrie, infect et rempli de vermine composait tout l'ameublement. Je mourais de faim et de soif, n'ayant rien pris depuis la veille. La soif surtout me torturait. On me laissa jusqu'au lendemain dans ce trou si infect, que... Lorsqu'on y entra pour me mettre les fers. Aux pieds et aux mains, les bourreaux reculèrent et déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas me ferrer, faute de pouvoir respirer librement. On me poussa alors dans un passage assez sombre, mais aéré, en un quart d'heure mes chaînes furent solidement rivées. Les anneaux de mes fers se trouvèrent trop étroits, on me serra tellement les jambes et les poignets, que je ne pouvais plus me tenir debout ni me servir de mes mains. Mes supplications ne firent qu'exciter la gaieté de mes bourreaux. Avant de me mettre les fers, on me lut mon arrêt. J'étais condamné à travailler aux mines en Sibérie pendant toute ma vie, et à faire le voyage à pied. Quand l'opération du ferrage fut terminée, on me força à regagner mon cachot, je tombais à chaque pas, j'y arrivais haletant, les pieds et les mains déjà gonflés et douloureux. Je m'affaissai sur ma couche infecte, mais je fus forcé de la quitter presque aussitôt, me sentant dévoré par la vermine qui la remplissait. Je me traînai sur mes genoux au bout de mon cachot, le sol, détrempé par l'humidité, me procura, en me glaçant, un autre genre de supplice, que je préférais toutefois au premier. Vous devinez sans peine les sentiments qui m'agitaient. Au milieu de ma désolation, le souvenir de votre excellent oncle, de sa tendresse, de sa sollicitude pour mon bien-être me revint à la mémoire, et me fut, une pensée consolante dans mon malheur. Je ne sais combien de temps je restai dans cette affreuse position, je sentais mes forces s'épuiser, et, quand le gardien vint m'apporter une cruche d'eau et un morceau de pain,
Il me trouva étendu par terre sans connaissance. Il alla prévenir son chef, qui alla, de son côté, chercher des ordres supérieurs. Qu'il crève. Qu'on le laisse où il est et comme il est, répondit l'excellence de la veille. Il paraît néanmoins que, sur les représentations d'un aide de camp de l'empereur, le général Negrinsky, le même qui vient d'acheter Gromiline, qui paraît avoir des sentiments de justice et d'humanité, et qui se trouvait à Varsovie, envoyé par son maître, l'excellence donna des ordres pour qu'on me changeât de cellule et pour qu'on m'ôtât mes fers. Quand je revins à moi, je me crus en paradis, mes pieds et mes mains étaient libres, je me trouvais dans un cachot 2 fois plus grand que le premier. Une fenêtre grillée laissait passer l'air et le jour, de la paille fraîche sur des planches faisait un lit passable. On me rendit mon manteau de fourrure pour me préserver du froid pendant mon sommeil. Mes vêtements, trempés par la boue du cachot précédent, avaient été remplacés par les habits de forçat que je ne devais plus quitter. Une chemise de grosse toile, de la chaussure en lanière d'écorce de bouleau, une bande de toile pour remplacer le bas et envelopper les jambes jusqu'aux genoux. J'étais seule, je ne comprenais pas d'où provenait cet heureux changement. Le gardien me l'expliqua le lendemain, et j'en remerciai bien sincèrement Dieu qui, par l'entremise du général Negrinsky, avait touché en ma faveur ses cœurs fermés à tout sentiment de pitié. Je ne vous raconterai pas les détails de mes derniers jours de prison, ni de mon terrible voyage, un peu adouci par la compassion des gens du peuple qui nous voyaient passer et qui obtenaient la permission de nous donner des secours. Les uns nous offraient du pain, des gâteaux, d'autres, du linge, des chaussures, des vêtements. Tous nous témoignaient de la compassion. Nous avions les fers aux pieds et aux mains. Nous étions enchaînés 2 à 2. Je me trouvais avoir pour compagnon de chaîne un jeune homme de 18 ans qui avait chanté des hymnes à la patrie, qui s'était montré fervent catholique, qui avait fait des vœux pour la délivrance de la malheureuse Pologne. Il était fils unique, adoré par ses parents, et il pleurait leur malheur bien plus que le sien. Je le consolais et l'encourageais de mon mieux. Je sais que peu de temps après notre arrivée à Simbirsk, il chercha à s'échapper et fut repris après une courte lutte, dans laquelle il se défendit avec le courage du désespoir. Contre le lieutenant qui commandait le détachement envoyé à sa poursuite, il fut ramené et knouté à mort. Il est maintenant près du bon Dieu, où il prie pour ses bourreaux. Notre voyage dura près d'1 an. Plusieurs d'entre nous moururent en route. Nous arrivâmes enfin à Ekaterinskizovo. On nous mena devant le Smotritil, surveillant, qui nous regarda longtemps, nous interrogea sur ce que nous savions faire, fit inscrire dans les premiers numéros ceux qui savaient lire, écrire, compter. Il me questionna longuement, parut content de ma science, et me désigna pour travailler aux travaux de route et de construction. On nous ôta nos fers et l'on indiqua à chacun le cachot de son numéro. J'eus le numéro 1. On dit que j'étais le mieux partagé. C'était sale, petit, sombre, mais logeable. Il y avait de l'air suffisamment pour respirer, du jour assez pour retrouver ses effets, un lit passablement organisé pour y dormir, un escabeau assez solide pour vous porter, et un baquet pour recevoir les eaux sales. Mes premiers jours de travail extérieur furent terribles. On nous occupait exprès aux travaux les plus rudes. On nous forçait à porter ou à tirer des poids énormes. Les coups de fouet n'étaient pas ménagés. Et si une plainte, un gémissement nous échappait, il fallait subir le fouet en règle, et ensuite, avec les épaules déchirées, il fallait reprendre le travail interrompu par la punition. Dans la soirée, un autre supplice commençait pour moi. On profitait de mon savoir pour me faire faire le travail des bureaux. Il fallait, en un temps toujours insuffisant, écrire ou copier un nombre de pages presque impossible. Et, quand on n'avait pas fini à l'heure voulue, la peine du fouet recommençait plus ou moins cruelle, selon l'humeur plus ou moins excitée du gardien. J'eus le bonheur d'échapper en toute occasion à toute punition corporelle, force de zèle et d'activité, mais il n'en fut pas ainsi de mes malheureux compagnons de travail. La nourriture était insuffisante et si mauvaise, qu'il fallait la faim qui nous torturait pour manger les aliments qu'on nous présentait. J'ai vécu ainsi pendant 2 ans, je n'eus, pendant ces 2 années, d'autres espoirs, d'autres désirs, d'autres idées que de m'échapper de cet enfer rendu plus horrible par les souffrances, les désespoirs, les maladies, la mort de mes compagnons de misère. Je préparais tout pour ma fuite. J'avais étudié avec soin les cartes géographiques qui tapissaient les murs, j'avais adroitement et longuement interrogé les marchands qui couraient le pays, qui allaient aux foires et qui venaient faire des affaires avec les gens de la ville. Je m'étais fabriqué un passeport, ayant eu entre les mains bien des feuilles de papier timbrées et un cachet aux armes de l'empereur, avec lesquelles j'avais mis en règle mon passeport. J'avais réussi à me procurer de droite et de gauche un vêtement complet de paysan aisé. J'avais amassé 200 roubles sur les gratifications qui nous étaient accordées et sur la petite somme qu'on allouait pour nos vêtements et notre nourriture. Me trouvant en mesure d'exécuter mon projet de fuite, je sortis le soir du 10 novembre de l'établissement d'Ekaterinski Zavod. Dans un sac que je tenais à la main, j'avais mis une paire de bottes, une chemise et un pantalon d'été bleu, du pain et du poisson sec, je mis mon argent sous mon gilet, dans ma botte droite je plaçai un poignard. Il gelait très fort. Je pris le chemin de Para, qui se trouvait à 12 kilomètres d'Ekaterinski Zavod. À peine avais-je fait quelques pas au-delà de l'Irtych, que j'entendis derrière moi le bruit d'un traîneau. Le cœur me battit avec violence, c'étaient sans doute les gendarmes envoyés à ma poursuite.
Je tressaillis, mais j'attendis, le poignard à la main, décidé à vendre chèrement ma vie. Je me retournai quand le traîneau fut près de moi, c'était un paysan. « Où vas-tu » me demanda-t-il en s'arrêtant devant moi. Moi. À Para. Le paysan. Et d'où viens-tu? Moi. Du village de Zalivina. Le paysan. Veux-tu me donner 60 kopecks, je te mènerai jusqu'à Para? J'y vais moi-même. Moi. Non, c'est trop cher. 50 kopecks. Le paysan. C'est bien, monte vite, mon frère. Je me mis près du paysan, et nous partîmes au galop. Le paysan était pressé, la route était belle, les chevaux étaient bons. 1 heure après, nous étions à Para. Je descendis dans une des rues de la ville, je m'approchai d'une fenêtre basse, et je demandai à haute voix, comme font les Russes. Y a-t-il des chevaux? Le paysan. Pour aller où? Moi. À la foire d'Irbit. Le paysan. Il y en a une paire. Moi. Combien? 8 kopecks. Moi. C'est trop. 6 kopecks? Quelques minutes après, les chevaux étaient attelés au traîneau. D'où êtes-vous? Me demanda-t-on. De Tomsk, je suis le commis de Golofeyev, mon patron m'attend à Irbit. Je suis fort en retard, je crains que le maître ne se fâche, si tu vas vite, je te donnerai un pourboire. Le paysan siffla, et les chevaux partirent comme des flèches. Mais la neige commença à tomber, épaisse et serrée, le paysan perdit son chemin, et, après des efforts inutiles pour le retrouver, il me déclara qu'il fallait passer la nuit dans la forêt. Je fis semblant de me mettre en colère, je menaçai de me plaindre à la police en arrivant à Irbit, rien n'y fit, nous fûmes obligés d'attendre le jour. Cette nuit fut affreuse d'inquiétude et d'angoisse. Je me croyais trahi par mon guide, comme l'avait été quelques années auparavant l'infortuné Wizoki, forçat comme moi, fuyant comme moi, fut livré aux gendarmes par son conducteur. Quand le jour parut, je menaçai encore mon paysan de le livrer à la police pour m'avoir fait perdre mon temps. Le malheureux fit son possible pour retrouver quelques traces du chemin qu'il avait bien réellement perdu, et, au bout de quelques instants, il s'écria tout joyeux. « Voici des traces que je reconnais, c'est le chemin que nous devions suivre. »« Va donc, lui dis-je, et à la grâce de Dieu. » Le paysan fouetta ses chevaux et arriva bientôt chez un ami qui me donna du thé et d'autres chevaux pour continuer ma route. Je changeai ainsi de chevaux et de traîneaux jusqu'à Irbit, j'avais couru, sans m'arrêter, 3 jours et 3 nuits. Le soir du 3e jour, nous entrâmes dans la ville d'Irbit. Je m'arrêtai devant une hôtellerie, où j'eus assez de peine à me faire recevoir, tout était plein. L'isba était déjà encombrée de yamstchiks, conducteurs de chevaux et traîneaux. Je pris ma part d'un bruyant repas sibérien composé d'une soupe aux raves, de poissons secs, de gruau à l'huile et de choux marinés. Chacun s'étendit ensuite sur les bancs, sous les bancs, sur les tables, sur le poêle et par terre. Je me couchai par terre, mais je ne pus dormir. J'avais compté ce qui me restait d'argent, je n'avais plus que 75 roubles. Avec une aussi faible somme, je devais renoncer à voyager en traîneau. Il me fallait achever ma route à pied. J'avais des milliers de kilomètres à faire avant de me trouver au-delà de la frontière russe, et je devais mettre près d'1 an à les parcourir. Je ne perdis pourtant pas courage, j'invoquai Dieu et la Sainte Vierge, qui me procuraient sans doute quelque travail, quelque moyen de gagner ma vie pour arriver jusqu'en France, seul pays au monde qui ait été compatissant et généreux pour les pauvres Polonais. Le lendemain je quittai de grand matin l'Isba et Irbit. En sortant de la ville, je voulus jeter un coup d'œil sur mon passeport, je ne le trouvai pas. J'eus beau chercher, fouiller de tous côtés, je ne pus le retrouver. Il ne me restait qu'une passe de forçat pour circuler dans les environs d'Ekaterinski-Zavod. Je l'avais sans doute perdu dans un traîneau ou dans la ville, à la coucher. Un tremblement nerveux me saisit. Sans passeport, je ne pouvais m'arrêter dans aucune ville, aucun village. Je me trouvais condamné à passer mes nuits dans les forêts ou dans les plaines immenses nommées steppes. Cet hiver de 1856 était un des plus rigoureux qu'on eût vu depuis plusieurs années. La neige tombait en abondance, je me trouvais sans cesse couvert d'une couche de neige que je secouais. Elle tombait si serrée qu'elle effaçait les traces des routes praticables. Heureusement que les voyageurs sibériens ont l'habitude de planter dans la neige de longues perches de sapins pour guider leurs compatriotes. Mais souvent ces perches, abattues par les ouragans, manquent aux voyageurs. Je marchais pourtant sans perdre courage. Parfois je rencontrais des yamstchiks qui venaient à ma rencontre. Je suivais la trace qu'avaient laissée leur traîneau, et je marchais ainsi jusqu'à la nuit. Alors je creusais dans la neige un trou profond en forme de grotte. Je m'y établissais pour dormir, en fermant de mon mieux, avec de la neige, l'entrée de ma grotte. Un jour, l'ouragan et le chasse-neige furent si violents que les perches de sapin furent enlevées. Je ne rencontrai personne qui pût m'indiquer mon chemin, et je m'égarai.
Pendant plusieurs heures je marchais vaillamment, enfonçant dans la neige jusqu'aux reins, cherchant à me reconnaître et m'égarant de plus en plus. La faim se faisait cruellement sentir, mes provisions étaient épuisées de la veille, le froid engourdissait mes membres, je n'avançais plus que péniblement, la fatigue me faisait tomber devant chaque obstacle à franchir. Enfin, au moment où j'allais me laisser tomber pour ne plus me relever, j'aperçus une lumière à une petite distance. Je remerciai Dieu et la Sainte Vierge de ce secours inespéré, je recueillis les forces qui me restaient, et j'arrivai devant une maison qui était à l'extrémité d'un hameau, dont les fenêtres s'éclairaient successivement. Une jeune femme se tenait près de la porte de la maison. Je demandai à entrer, la jeune femme m'ouvrit sur le champ, et je me trouvai dans une chambre bien chaude, en face d'une vieille femme, mère de l'autre. « D'où viens-tu ? Où te mène le bon Dieu ?» me demanda la vieille. « Je suis du gouvernement de Tobolsk, mère, lui répondis-je, et je vais chercher du travail dans les fonderies de fer de Bohotol, dans les monts Oural. » Les deux femmes se mirent à me préparer un repas. Quand j'eus assouvi ma faim, je profitai du feu qu'elles avaient allumé pour faire sécher mes vêtements et mon linge humide de neige. Les deux femmes devaient avoir un soupçon. Je m'étendis sur un banc et je commençai à m'endormir, quand je fus éveillé par des chuchotements qui m'inquiétèrent. J'ouvris les yeux, et je vis quelques paysans qui étaient entrés et qui s'étaient groupés autour des femmes. « Où est-il » demanda l'un d'eux à voix basse. La jeune femme me montra du doigt, les hommes s'approchèrent et me secouèrent rudement en me demandant mon passeport. « De quel droit me demandez-vous mon passeport » lui répondis-je. « Est-ce que l'un de vous est de Golova » ? « Non, nous sommes habitants du hameau. »« Et comment osez-vous me déranger ? Qui me dit quels gens vous êtes et si vous n'êtes pas des voleurs ? Attendez, vous trouverez à qui parler. Nous sommes d'ici, et nous avons le droit de savoir qui nous logeons chez nous. » Eh bien. Je me nomme Dmitri Boganine, du gouvernement de Tobolsk, et je vais à Bohotol pour avoir de l'ouvrage dans les établissements du gouvernement, et ce n'est pas la première fois que je traverse le pays. J'entrai alors dans les détails que j'avais appris par l'étude des cartes du pays et mes conversations avec les marchands d'Ekaterinensky-Zavod. Je finis enfin par leur montrer mon passeport, qui n'était autre chose que la passe que j'avais conservée. Aucun d'eux ne savait lire, mais la vue du cachet impérial leur suffit. Ils furent convaincus que j'avais un passeport en règle, et ils se retirèrent en me demandant humblement pardon de m'avoir dérangé. Mais nous sommes excusables, amis, on nous ordonne d'arrêter les forçats qui s'échappent. Comment des forçats pourraient-ils se trouver si loin des lieux de détention ? Ils s'en échappent quelquefois, et nous en avons arrêté quelques-uns. Ils me quittèrent, et j'achevai ma nuit tranquillement.